Isabella Moretti se tenait dans le couloir, devant le cabinet du docteur Chen, le dos appuyé contre le mur froid, à l'écoute. Elle entendait des voix à travers la lourde porte en chêne. La voix de Victor, confuse, puis brisée, Une voix qu'elle n'avait jamais entendue en 23 ans de mariage. La voix du médecin, calme et clinique, lisait un document qui allait tout changer. Le test de paternité confirme que Victor Moretti n'est pas le père biologique. Isabella ferma les yeux. 3 jours plus tôt, c'était elle qui avait déclenché tout cela. 3 jours plus tôt, elle avait allumé une allumette dans une pièce remplie d'essence. Et maintenant, dans ce couloir impersonnel, invisible sous son manteau beige et son maquillage discret, elle allait assister à l'effondrement du monde de son mari. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, devant ce cabinet médical, dans cet immeuble où le nom de Victor figure dans l'annuaire, il faut remonter le temps. Retourner au matin où tout a basculé. Retourner à la table du petit déjeuner où Victor Moretti a annoncé à sa femme que leur mariage n'était plus qu'une formalité, sans même lever les yeux de son téléphone. C'était un mardi. Isabella s'en souvient car le mardi était le jour où la gouvernante changeait les fleurs du hall d'entrée. Des orchidées blanches. Toujours des orchidées blanches, car Victor les aimait. Isabella était assise à la table du petit déjeuner, les mains crispées sur une tasse à café en porcelaine qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, quand son mari entra. Il sentait le parfum de luxe, un mélange de cologne et d'un autre. Il ne l'embrassa pas pour lui dire bonjour. Cela faisait 7 ans qu'il ne l'avait pas embrassée. Il s'assit, consulta son téléphone et le dit. Notre mariage n'est plus qu'une formalité, maintenant, comme s'il parlait de la bourse ou de la météo. Les jointures d'Isabella avaient blanchi autour de la tasse, mais son visage restait parfaitement impassible, car Isabella Moretti avait appris une leçon importante depuis longtemps. Survivre dans ce monde, c'est capituler. Victor prit une gorgée de son expresso, toujours absorbé par son téléphone, et poursuivit, Natacha est enceinte de 4 mois. Je la fais emménager dans l'aile ouest. Je vous demande d'être courtoise, par égard pour Marco. Puis il se leva, rajusta sa cravate et sortit. Il la laissa assise là, dans la salle à manger qu'elle avait décorée dans cette maison qu'elle avait transformée en foyer, complètement impuissante. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Voici l'histoire d'une épouse délaissée qui a détruit un homme se croyant intouchable. Comment la femme que tous ignoraient est devenue la personne la plus dangereuse de la pièce. Et comment un simple rendez-vous chez le médecin a mis un homme puissant à genoux. Ce que vous allez entendre n'est pas une histoire de violence ou de vengeance au sens traditionnel du terme. Il s'agit de quelque chose de bien plus dévastateur. La vérité, ou du moins la version d'Isabella. Alors, si vous êtes prêt à entendre comment une femme a repris tout ce qui lui avait été volé, restez avec moi. Car cette histoire, cette magnifique et terrible histoire, ne fait que commencer. Natacha. C'était le nom de la femme qui vivait chez Isabella. 24 ans, des cheveux d'or filés, serveuse dans l'une des boîtes de nuit de Victor, en centre-ville. Son rire, délicat et vide, résonnait comme un carillon. Isabella l'entendait maintenant, provenant de l'aile ouest où Natacha avait investi la suite d'invités. La chambre qui servait autrefois à la mère de Victor lors de ses visites. La chambre qu'Isabella avait décorée de bleu doux et de crème. À présent, elle embaumait la vanille et la jeunesse. Isabella se tenait dans sa propre chambre, celle qui avait été la leur, et écoutait la maîtresse enceinte de son mari rire à quelque chose sur son téléphone. Enceinte de 4 mois, elle portait la fille de Victor, la fille qu'Isabella ne pourrait jamais lui donner. Et c'était là le coup le plus dur. Isabella Moretti n'avait pas toujours été invisible. Autrefois, elle était Bella Santoro, fille d'Antonio Santoro, un sous-chef de l'organisation Santoro opérant dans le Nord-Est. Son père était un homme. Du respect, du pouvoir, de territoires soigneusement gérés et de soldats loyaux. Puis, à 21 ans, Isabella perdit tout. Une guerre contre une famille rivale, de mauvaises décisions, une malchance encore plus grande. Son père se mit à boire, perdit le contrôle, commença à commettre des erreurs qui coûtèrent la vie à des hommes. À 23 ans, Isabella mourut, son père croulant sous les dettes et le whisky, et elle se retrouva seule. Plus de frères pour la protéger. Plus de mère. Elle était décédée quand Isabella avait 16 ans. Juste une belle jeune femme de bonne famille, sans avenir. C'est alors que Victor Moretti la remarqua. Il avait 45 ans, une étoile montante de l'entreprise familiale Moretti. Importation,
exportation, transport maritime, construction. Il s'éclaircit la gorge légale sur le papier, une toute autre histoire dans les faits. Il lui fallait une épouse avec des relations, un nom prestigieux, bel et bien élevé. Et Isabella avait besoin de sécurité. Ils conclurent donc un accord, scellé par un mariage à la cathédrale Sainte-Catherine. 300 invités, une robe qui coûtait le prix d'une voiture, et des vœux qui sonnaient comme un contrat commercial, car c'en était un. C'était le cas. Isabella W. Elle n'était pas une épouse. Elle était une acquisition. Mais voilà ce qui arrive quand on a 23 ans et qu'on est désespéré, on se persuade que c'est de l'amour. On se dit que l'homme qui vous considère comme un objet pourrait un jour vous regarder comme une personne. Isabella a essayé. Mon Dieu, elle a essayé. Les 5 premières années ont été les plus difficiles. 3 grossesses, 3 fausses couches. La première fausse couche est survenue à 12 semaines. Victor lui avait tenu la main à l'hôpital, le visage grave mais présent. La deuxième a eu lieu à la maison, à 14 semaines. Victor était en communication professionnelle quand elle a commencé à saigner. Il a terminé l'appel avant de la conduire aux urgences. La troisième fois, à 16 semaines, Victor n'est pas rentré pendant 2 jours. Quand il a enfin franchi la porte, il l'a regardée avec un sentiment pire que de la colère, de la déception. Sa mère, Donatella Moretti, avait commencé à murmurer aux autres épouses, peut-être qu'elle a un problème. Peut-être que Victor devrait envisager d'autres options. Dans leur monde, une femme incapable de donner naissance à un héritier n'était pas une épouse. Elle était un fardeau. Mais alors, miracle des miracles, sa 4e grossesse se déroula sans encombre. Isabella passa 7 mois alitée, sous la surveillance constante du docteur Chen, chaque semaine, chaque jour jusqu'à la fin. Et à 3h47 du matin, par une nuit glaciale de décembre, Marco Antonio Moretti vint au monde, hurlant de joie. Isabella se souvient de Victor pleurant, de véritables larmes ruisselant sur son visage lorsqu'il prit son fils dans ses bras pour la première fois. C'est mon héritage, avait-il murmuré. C'est tout. Pendant les 2 années qui suivirent la naissance de Marco, Isabella crut avoir sauvé son mariage. Victor était attentionné, presque tendre. Il rentrait dîner. Il lui demandait comment s'était passée sa journée. Il lui touchait l'épaule en la croisant dans le couloir. Elle lui avait donné ce dont il avait besoin, un fils, un héritier, la preuve de sa virilité et de son pouvoir. Elle se croyait en sécurité. Mais la sécurité, Isabella l'a pris à ses dépens, est toujours éphémère. Alors que Marco grandissait, passant de tout petit à enfant puis à adolescent, l'intérêt de Victor pour Isabella s'estompa comme une vieille peinture. Elle devint la mère de son fils. Rien de plus. Dès l'âge de 5 ans, Marco dormait dans des chambres séparées. À 10 ans, il menait des vies séparées. Victor avait des maîtresses, bien sûr, discrètes, éphémères, des femmes qui connaissaient leur place et disparaissaient dès qu'elles n'étaient plus divertissantes. Isabella jouait son rôle. Elle souriait aux personnes LGBTQ+. Elle organisait les dîners de famille. Elle portait les robes adéquates, disait les mots justes et faisait semblant de ne pas remarquer les traces de rouge à lèvres, les nuits blanches et les mensonges qui s'accumulaient comme neige au soleil. C'était le marché. C'était la survie. Et puis, il y a 6 mois, Victor amena Natacha à un dîner de famille et la présenta comme une amie. Isabella le suit immédiatement. Le regard que Victor posait sur la jeune fille, la façon dont il riait de ses remarques insignifiantes, la façon dont sa main s'attardait sur le bas de son dos lorsqu'il la conduisit à sa place. Ce n'était pas une distraction passagère. C'était autre chose. Natacha avait 24 ans, à peine plus âgée que Marco. Blonde aux yeux bleus, elle possédait des courbes à faire tourner la tête. Elle riait doucement en parlant. Elle appelait Victor, Vic, comme s'ils étaient adolescents. Et Victor, le puissant et dangereux Victor Moretti, 58 ans, la regardait comme il regardait Marco bébé, avec un regard précieux, important, comme si elle représentait l'avenir. 4 mois plus tôt, Victor avait officialisé la chose. Il avait fait asseoir Isabella dans le salon et lui avait annoncé que Natacha était enceinte. Il lui avait dit qu'il allait accueillir la jeune femme chez lui. Il lui avait dit que leur mariage continuerait pour les apparences, pour le bien de Marco, pour préserver l'image publique de la famille, mais que Natacha portait sa fille et qu'elle serait traitée avec respect. Isabella était restée assise, les mains jointes sur les genoux, hochant la tête. Bien sûr, Victor,
comme tu voudras. Et lorsqu'il fut parti, lorsqu'elle se retrouva enfin seule, Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta immobile, songeant à son père. elle repensa à ce qu'il disait avant que l'alcool ne le détruise. Les femmes silencieuses sont les plus dangereuses, Bella. N'oublia jamais qu'Isabella, Elle n'avait rien oublié. Victor Moretti n'était pas le chef De famille. ce titre revenait à son oncle Salvatore, mais Victor n'en était pas loin. Il était l'homme de main, le stratège, celui qui gérait les négociations difficile et les problèmes épineux. Il contrôlait les opérations portuaires, Les conventions collectives, les permis de construire. Il possédait 3 entreprises légales et une douzaine d'illégales. les juges lui devaient des faveurs. Les politiciens répondaient à ses appels. Les policiers fermaient les yeux. Dans la ville où les Moretti régnaient, Victor était un roi. Et Isabella, elle n'était qu'un meuble. Jolie, chère, utile pour la décoration, mais fondamentalement invisible. Il y avait aussi le contrat prénuptial, l'accord qu'Isabella avait signé à 23 ans, désespéré, rédigé par l'avocat de l'oncle de Victor, un homme spécialisé dans la préservation du patrimoine familial. En cas de divorce, Isabella n'obtiendrait rien. Aucun droit sur la maison, les voitures, les comptes offshore. une petite allocation mensuelle à la discrétion de la famille, À peine suffisante. elle avait signé le bail pour louer un appartement dans un Quartier correct, les larmes aux yeux. La main de son père mourant tremblait sur son épaule. C'est le mieux que tu auras, lui avait-il dit. Il avait eu raison, Le divorce était donc impossible. Il s'éclaircit la gorge. partir n'était pas envisageable non plus. Isabella était piégée, et Victor le savait. Il exhibait Natacha comme un trophée, l'emmenait aux réunions de famille, la faisait asseoir à sa droite, Tandis qu'Isabella prenait place à l'autre bout de la table. sa main était toujours posée sur le ventre arrondi de Natacha, ses yeux brillants de fierté. ma fille, disait-il à qui voulait l'entendre. Jamais notre enfant, toujours le mien, Comme s'il avait conçu cet enfant seul, comme si Natacha n'était qu'un incubateur. et Isabella souriait, gracieuse et calme, servant le vin et les plats, jouant le rôle de l'épouse compréhensive. Mais à l'intérieur, quelque chose de sombre et de patient se préparait. un plan. Un plan magnifique et dévastateur. Si vous êtes encore là, si cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a touché, J'ai besoin de votre aide. abonnez-vous. Non pas que j'ai besoin d'un grand nombre d'abonnés, même si je ne vais pas vous mentir, ça aide. mais parce que des histoires comme Celle-ci, des histoires de femmes qui refusent de rester invisibles, méritent d'être entendues. Et il y en a tant d'autres. Alors, abonnez-vous et Continuons, car la suite, c'est le moment où Isabella cesse d'être une victime et devient tout autre. Marco, le fils d'Isabella, âgé de 20 ans, a assisté à la scène, de plus en plus confus et en colère. Maman, tu n'es pas Obligé de rester ici, lui a-t-il dit un soir, la trouvant seule dans la cuisine après que tout le monde soit allé se coucher. Si, mon chéri, je dois rester, avait-elle répondu. Pourquoi? Il t'humilie. Parce que Marco, Le doux et privilégié Marco, ne comprenait pas comment fonctionnait réellement leur monde. une femme divorcée d'un notable ne valait rien. Elle allait perdre sa maison, son statut, sa protection. Elle redeviendrait la fille de son père, déshonorée, Méprisée et oubliée. Je vais bien, avait dit Isabella à son fils. Je te le promets. un mensonge de plus dans une vie de mensonges. Mais Marco n'avait Pas besoin de le savoir. Pas encore. Le défaut fatal de Victor était simple. Il supposait que le silence d'Isabella Signifiait acceptation. Il pensait que son calme apparent signifiait défaite. Il avait oublié, ou peut-être n'avait-il jamais vraiment compris, qu'Isabella était née dans cette vie. Que son père, avant de sombrer dans l'alcool et la chute, lui avait appris à décrypter les gens, à attendre, à frapper quand son ennemi vous croyait déjà mort. Victor avait rendu Isabella invisible, et les femmes invisibles voient tout. Il y a 3 mois, Isabella avait fait son premier pas. Elle avait appelé un avocat nommé David Brennan, pas un avocat spécialisé dans les divorces. Victor en aurait ri. mais un avocat spécialisé dans les successions et les trusts. Le genre d'avocat qui comprenait que Dans certaines familles, dans certains milieux, le pouvoir ne venait ni de l'amour ni de la loyauté. cela découlait de la légitimité, de la lignée, des montages juridiques minutieux mis en place Pour protéger le patrimoine de génération en génération.
Isabella rencontra David dans un café à une 60aine de kilomètres de la ville. Lunettes de soleil et foulard sur le nez, elle ressemblait à n'importe quelle autre femme d'âge mûr prenant un café un mardi après-midi. Je dois comprendre le trust familial Moretti, avait-elle dit. David l'avait observé attentivement. Pourquoi? Parce que je dois savoir ce qui se passe si la légitimité de l'héritier est contestée. David Brennan pratiquait le droit successoral depuis 30 ans. Il connaissait la famille Moretti, sa structure, ses secrets, et savait reconnaître une bonne affaire. Il expliqua à Isabella le fonctionnement du trust, sa création par le grand-père de Victor en 1963, sa conception pour protéger le patrimoine familial sur plusieurs générations, en centralisant et en contrôlant l'ensemble des actifs. Biens immobiliers, parts d'entreprise, comptes offshore, tout était détenu en fiducie pour les héritiers mâles légitimes de la lignée Moretti. Mais David avait dit, se penchant en avant, il y a une clause, une disposition enfouie au fin fond des documents originaux. Si la légitimité de l'héritier principal est un jour formellement contestée, si la paternité fait l'objet d'un litige juridique nécessitant une résolution, le contrôle du trust est temporairement transféré au conjoint survivant. Pour des raisons de sécurité, précise le document, jusqu'à ce que l'affaire soit définitivement réglée. Isabella avait senti une étincelle l'envahir. Une étincelle brûlante, intense et terrifiante. Comment conteste-t-on formellement la paternité? Avait-elle demandé. David avait souri. Il vous faudrait des preuves médicales documentées. Recevables devant un tribunal, quelque chose d'officiel, quelque chose qui ne puisse être balayé d'un revers de main comme un ragot ou une rumeur. Isabella l'avait remercié, l'avait payé en espèces et était rentrée chez elle avec la plus grande prudence, la main fermement posée sur le volant, l'esprit en ébullition. Elle avait trouvé son arme. Il ne lui restait plus qu'à la charger. Il y a 2 mois, Isabella a rendu visite au docteur Amanda Chen, la même médecin qui avait accouché Marco 20 ans auparavant, qui l'avait soutenu lors de 3 fausses couches et de 7 mois d'alitement, et qui travaillait pour le cabinet privé de Victor Moretti depuis 30 ans. Fournir un disque. Isabella arriva au cabinet médical après les heures d'ouverture, une fois le personnel parti. Le docteur Chen fut surpris de la voir. Isabella, tout va bien? J'ai besoin d'un service, répondit Isabella. Un service important, dit le médecin, devenu prudent. Victor n'apprécierait pas que je vous parle en privé. Isabella ouvrit sa mallette et en sortit un dossier. Victor va vous remplacer dès que Natacha aura accouché. Il voudra un médecin plus jeune. Quelqu'un que Natacha choisira. Quelqu'un qui la mettra à l'aise. Vous êtes à son service depuis 30 ans, et dès que vous ne lui serez plus utile, vous partirez, comme moi. Elle avait vu le doute traverser le visage d'Amanda Chen. La médecin avait 62 ans, était à l'aise financièrement, mais pas riche, et elle savait comment fonctionnaient les hommes comme Victor. La loyauté n'avait d'importance que lorsqu'elle servait ses intérêts. Je vous offre 3 fois votre honoraire annuel, poursuivit Isabella. Plus une protection juridique. Une protection contre quoi? Contre Victor? Contre la famille? Quand tout sera fini. Le docteur Chen se laissa aller dans son fauteuil. Que me demandez-vous exactement? Isabella lui expliqua tout. Le plan, les dossiers falsifiés, les analyses de sang refaites, les résultats du test de paternité qui allaient tout changer. Le médecin avait pâli. C'est une fraude. Une fraude médicale. Si quelqu'un découvre cela, je risque de perdre mon droit d'exercer. Je pourrais aller en prison. Personne ne le découvrira à moins que Victor ne porte l'affaire devant les tribunaux, avait dit Isabella calmement. Et s'il le fait, j'aurai déjà mis de côté suffisamment d'argent pour disparaître. Vous serez payé et protégé. Je vous le promets. Pourquoi faites-vous cela? Avait demandé le docteur Chen. Le sourire d'Isabella avait été froid et tranchant. Parce qu'il me croit impuissante. Le médecin l'avait fixé longuement. Puis elle avait accepté, non seulement pour l'argent, même si cela l'aidait, mais parce qu'elle avait vu Victor humilier Isabella pendant des mois, l'avait vu exhiber sa maîtresse enceinte dans les mêmes couloirs où Isabella avait jadis arpenté les lieux en maîtresse de maison. Et avait même acheté sa loyauté comme seule limite. Le plus dur était l'attente. Isabella devait être patiente, devait jouer son rôle à la perfection. Elle avait souri à Natacha au petit déjeuner, s'était renseignée sur les couleurs de la chambre du bébé, avait proposé son aide pour organiser la fête prénatale. Natacha,
douce et confiante, pas particulièrement brillante, Elle avait été reconnaissante. Tu es si gentille, avait-elle dit un matin, La main sur le ventre. j'avais peur que tu me détestes. Comment pourrais-je te détester? avait répondu Isabella en serrant la main de la jeune fille. Tu rends mon mari heureux. À l'intérieur, le compte à rebours était lancé. Isabella avait juste Besoin que Victor insiste pour que Natacha consulte le docteur Chen pour ses rendez-vous. Qu'il veuille être présent pour ces grands moments. Qu'il veuille que son triomphe soit soit constaté et immortalisé. Et Victor, comme toujours, Avait fait exactement cela. Le rendez-vous était fixé à un jeudi matin, l'échographie morphologique. le moment où Victor verrait le visage de sa fille sur l'écran, Entendrait son cœur battre. Confirmerait que son héritage grandissait en cette belle jeune femme qu'il adorait. Il avait insisté pour être là, avait dit à Natacha qu'ils en feraient une journée ensemble, déjeunerait ensuite, Peut-être même qu'ils iraient acheter des meubles pour bébé, et Isabella, jouant parfaitement son rôle, avait demandé timidement si elle pouvait venir aussi. pour vous soutenir tous les deux. elle avait dit qu'elle voulait être là parce qu'elle serait la sœur de Marco. Victor avait ri. Tu vois, même Isabella connaît sa place. Maintenant. Natacha avait hésité, Mais avait finalement accepté. Tu peux venir, avait-elle dit. Mais peut-être juste observer. bien sûr, avait murmuré Isabella. Je resterai dans mon coin, Invisible, comme toujours. Le matin du rendez-vous, Isabella se réveilla avant l'aube. Ses mains étaient parfaitement calmes tandis qu'elle s'habillait d'un manteau beige et d'un maquillage léger. Le genre de tenue qui la rendait oubliable. la femme que Victor avait effacée. Ils prirent des voitures séparées. Victor et Natacha dans sa Mercedes noire. Isabella les suivait dans sa Lexus, les observant à travers le pare-brise. La main de Victor sur le genou de Natacha. Natacha riait doucement à une de ses remarques. 23 ans plus tôt, C'était Isabella. Jeune, adorée et certaine d'être importante. Maintenant, elle était le fantôme dans le rétroviseur. Sauf que les fantômes ne pouvaient pas vous détruire. Et Isabella, elle, le pouvaient. L'immeuble médical se dressait en centre-ville, une élégante Construction de verre et d'acier, avec le nom de Victor sur l'annuaire, à côté d'une demi-douzaine d'autres entreprises lui appartenant. L'ascenseur privé nécessitait une carte magnétique. Les murs étaient blancs. Du cuir. La lumière était douce et tamisée. Le cabinet du docteur Chen se trouvait au dernier étage, conçu pour la Discrétion, l'intimité, pour les patients qui ne pouvaient se permettre d'être reçus dans une salle d'attente ordinaire. Isabella y était venue des dizaines de fois, pour les examens de Marco quand il était petit, pour ses propres rendez-vous lorsqu'elle essayait de concevoir. cet endroit avait été témoin de tous les échecs de son corps. Aujourd'hui, il serait témoin de celui de Victor. La salle d'échographie était plongée dans l'obscurité, Hormis la lueur de l'écran. Natacha était allongée sur la table d'examen, Son t-shirt tiré sur le côté. elle releva la tête, révélant son ventre arrondi. Victor se tenait à côté d'elle, lui tenant la main, le visage déjà empreint d'anticipation. Isabella était assise dans un coin, les mains jointes sur les genoux, Silencieuse et immobile. Le docteur Chen entra, professionnel et calme, Et commença l'échographie. la sonde glissa sur la peau de Natacha, Le gel glissant et froid. et puis, soudain, elle apparut, une minuscule forme sur l'écran, Doigts et orteils visibles. le cœur battant fort et régulier. La voilà, murmura Natacha, les larmes ruisselant sur son jeune visage. L'expression de Victor se transforma. Tendre, étrange, vulnérable. Isabella ne l'avait jamais vu La regarder ainsi. Pas même à la naissance de Marco. Le docteur Chen Prit des mesures, nota des informations, son visage impassible. Puis elle marqua une Pause, une lueur dans les yeux que seule Isabella remarqua. Tout semble parfait, dit-elle d'une voix douce. Un rythme cardiaque fort. une bonne croissance, Mais je devrais faire une analyse sanguine standard aujourd'hui. Une simple formalité, répondit Victor d'un geste de la main. tout ce dont vous avez besoin, Docteur. L'aiguille s'enfonça dans le bras de Natacha. Le flacon se remplit de sang rouge foncé. Isabella observa la scène avec un calme absolu. La mèche était allumée. Il ne lui restait plus qu'à attendre l'explosion. 3 jours. Le docteur Chen avait dit que les analyses Prendrait 3 jours. Isabella rentra chez elle et vécut ses 72 heures Comme si elle était sous l'eau.
Victor appela ses associés pour se vanter de sa fille. Natacha acheta des meubles pour la chambre du bébé avec la carte de crédit de Victor, optant pour des objets rose pâle et blancs. Marco demanda à sa mère si elle allait bien. Je vais bien, mon chéri, avait-elle menti. Puis, le 3e jour, l'appel arriva. Le docteur Chen demandait à Victor de venir immédiatement au cabinet. Je dois discuter des résultats des analyses. Amenez Natacha. Victor n'hésita pas une seconde. Il avait dit à Isabella de rester à la maison, mais Isabella avait d'autres projets. Si vous ressentez ce que je ressens en ce moment, cette tension dans la poitrine, ce besoin de savoir la suite, alors vous comprenez pourquoi je fais cela, pourquoi je trouve ces histoires et les raconte. Parce qu'elles comptent. Parce que les femmes comme Isabella comptent. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires qui vous captivent et ne vous lâchent plus, abonnez-vous. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que ce qui va se passer ensuite, ce qui va se passer dans le cabinet du médecin, c'est le moment où tout bascule. Isabella est arrivée seule, a utilisé la carte magnétique photocopiée qu'elle avait discrètement fait faire des mois auparavant, est entrée par l'arrière du bâtiment médical, a pris l'ascenseur de service et s'est glissée dans le couloir devant le cabinet du docteur Chen. Elle est restée là, plaquée contre le mur, invisible sous son manteau beige, et elle a écouté, a entendu la voix de Victor à travers la lourde porte. D'abord confuse, puis sèche, puis quelque chose qu'elle ne lui avait jamais entendu auparavant. De la peur. C'est alors qu'elle a poussé la porte. Elle est entrée comme si de rien n'était, a lancé Victor en se retournant vers elle. Que faites-vous ici? J'avais besoin de l'entendre aussi, murmura Isabella. Le docteur Chen était assise derrière son bureau, le visage grave. Natacha, pâle, était assise sur une chaise, les mains posées sur son ventre. Victor, lui, restait figé, une feuille de papier à la main, tremblante. Docteur, je vous en prie, dit Isabella d'une voix calme et froide. Lisez-le à voix haute pour éviter toute confusion. La voix du docteur Chen était clinique, professionnelle. Le test de paternité confirme que Victor Moretti n'est pas le père biologique de l'enfant que porte Natacha Burke. Silence. Un silence de cathédrale. Le genre de silence qui précède l'effondrement d'un immeuble. Le visage de Natacha se décomposa. C'est impossible, dit-elle. Je ne le jure pas, mais Victor ne l'écoutait pas. Il fixait le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. 4 mois de certitude. 4 mois de fierté. 4 mois à planifier l'avenir de sa fille. Tout cela reposait sur du sable. Le papier lui échappa des mains et tomba au sol. Et le docteur Chen, impitoyable, poursuivit, il y a plus. Un second test fut effectué sur des échantillons de sang archivés de Marco Moretti, prélevés lors de son dernier bilan de santé annuel. Victor releva brusquement la tête. Quoi? Marco Moretti n'est pas le fils biologique de Victor Moretti. Le vide s'installa. Le visage de Victor devint livide. Sa bouche s'ouvrit et se referma, sans qu'aucun son en sorte. Car il ne s'agissait plus seulement de Natacha. Il ne s'agissait plus seulement d'être trahi par une maîtresse. Il s'agissait de tout. Son héritier, son legs, son fils de 20 ans qui avait ses yeux, sa démarche, son nom, le garçon qu'il avait serré dans ses bras à l'hôpital 20 ans plus tôt, les larmes aux yeux. Pas son sang. Pas son fils, pas le sien du tout. Toi. Il parvint enfin à articuler, la voix brisée. Tu mens, tu trompes. Il s'éclaircit la gorge. Il se jeta sur Isabella. La sécurité, 2 hommes dont Isabella avait personnellement assuré la présence, l'arrêta net. Victor se débattit, le visage pourpre de rage. Qui était-ce? Hurla-t-il. Qui? J'étais fidèle, dit Isabella d'une voix calme et dévastatrice. Pendant 23 ans, Victoria, j'étais à toi. Puis il parvint à articuler difficilement, mais tu n'es pas le père de Marco, poursuivit Isabella. Son vrai, le père était quelqu'un en qui vous aviez confiance. Un proche. Quelqu'un qui savait que les hommes puissants ne voient pas toujours ce qui est évident pour eux. Isabella laissa planer le doute. Elle observa Victor passer en revue un flot de pensées. Son frère, son cousin, son plus vieil ami, son chauffeur qui travaillait pour la famille depuis 30 ans, qui avait accès à la famille, qui avait été proche d'eux pendant les années où Marco avait été conçu. La paranoïa se répandit sur son visage comme un poison.
Mais voici ce que Victor ignorait, ce qu'il ne saurait jamais. Marco était son fils biologique. Le test était truqué. Les documents falsifiés. Le docteur Chen avait été grassement payé pour mentir, Pour créer des documents qui résisteraient à un premier examen, mais qui ne seraient jamais contestés devant un vrai tribunal. Car pour les contester, Victor devrait admettre publiquement que la légitimité de son héritier était remise en question. Et dans leur monde, dans le monde des Morettes et des familles comme la leur, cet aveu suffirait à le détruire. La famille aura besoin de savoir, dit Isabella d'une voix douce. À propos du bébé de Natacha, de la paternité incertaine de Marco. Comment Victor Moretti, le grand Victor Moretti, n'a même pas pu assurer sa propre descendance. Elle sourit, et ce fut le sourire le plus glacial que Victor ait jamais vu. Que crois-tu que les autres familles diront quand elles apprendront que tu es incapable de gérer ta propre maison? La rage de Victor l'étouffait, car elle avait raison. Dans leur monde, c'était l'humiliation suprême. Un homme trahi par sa femme, trahi par sa maîtresse, dont l'héritage reposait sur du sable. Il serait la risée de tous, ou pire, on le prendrait pour un faible. Et les faibles ne font pas long feu. Isabella se retourna pour partir. Et Victor, j'ai déjà parlé à l'ancien avocat de ton oncle. Apparemment, il y a une clause dans le contrat de fiducie familiale. Si la paternité de l'héritier légitime est un jour contestée, la gestion des biens est transférée au conjoint survivant pour qu'il les mette en sécurité. Elle s'arrêta sur le seuil. Les documents ont été déposés ce matin. Tous les biens, tous les comptes, toutes les propriétés, gelés, en attendant la vérification de la paternité. Victor retrouva sa voix. Je me battrai. Je prouverai que Marco est à moi. Alors tu devras le faire publiquement, répliqua Isabella. Devant le tribunal, preuve ADN et témoignages à l'appui, tu devras admettre qu'il y a un doute, que ta femme t'a peut-être trahi, que ton héritier est peut-être illégitime. Le piège se referma sur lui, car de toute façon, il avait perdu. Natacha s'était effondrée en sanglots, mais plus personne ne faisait attention à elle. La maîtresse avait rempli son rôle. Isabella sortit du bureau la tête haute, laissant Victor planté là, les bras retenus par des gardes du corps, le visage déformé par une rage impuissante. Elle monta dans sa voiture, roula 3 pâtés de maison, se gara et laissa enfin ses tremblements s'échapper. Non pas de peur, mais de pur soulagement. 23 ans de silence. 23 ans à ravaler sa fierté, sa colère et sa douleur. Et en un après-midi, un rendez-vous chez le médecin soigneusement orchestré, elle avait tout récupéré. Mais le plus dur restait à venir. Marco. Isabella rentra chez elle, les mains de nouveau fermes, lorsqu'elle se gara. Allez. Elle trouva son fils dans la cuisine, en train de faire les 100 pas. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Appela son père. Il hurlait à propos de tests et de mensonges, et elle ne comprenait rien. Assieds-toi, mon chéri, dit doucement Isabella. Et elle lui raconta tout, lui parla du faux test de paternité, lui parla de la fiducie, lui parla du plan qu'elle avait élaboré pendant 6 mois. Elle observa le visage de son fils passé par la confusion, l'incrédulité, la colère, la trahison. Tu m'as utilisé, demanda-t-il, la voix brisée. Je t'ai protégé, répondit Isabella. La fiducie est à toi maintenant, légalement, irrévocablement. En faisant croire à papa que je ne suis pas son fils. Ta situation est assurée, Marco. Plus assurée qu'avant. Mais à quel prix? Isabella n'avait pas de réponse à cette question. Car le prix à payer était celui-ci. Son fils la regardait comme une étrangère, comme si elle était capable de choses terribles, ce qu'elle supposait être le cas. Une semaine plus tard, la famille Moretti se réunit. L'oncle de Victor, Salvatore, ses cousins, le conseiller et les autres invités, les hommes qui dirigeaient réellement l'entreprise familiale, se réunirent dans la salle à manger officielle du domaine principal, une pièce témoin de décennies de décisions et de jeux de pouvoir. Isabella était assise en bout de table. Victor, silencieux, abattu, était assis à l'autre bout. Les vieillards discutèrent de la situation à voix basse, avec précaution, car même en privé, les murs avaient des oreilles. Victor avait tenté de minimiser les faits. Natacha l'avait trompé. L'enfant n'était pas de lui. Une situation malheureuse, certes, mais pas de sa faute. Cependant, les questions concernant Marco planaient, non dites, mais empoisonnées.
Y a-t-il le moindre doute sur la légitimité du garçon? Finit par demander l'un des oncles. Le silence de Victor fut accablant, Car dire non revenait à traiter sa femme de menteuse, à contester les preuves médicales, et dire oui revenait à admettre qu'il avait été trompé pendant 20 ans. L'une ou l'autre réponse le détruisait. Les vieillards regardèrent Isabella d'un œil nouveau. Elle avait parfaitement joué le jeu, elle avait utilisé leurs propres règles, leur propre structure juridique contre eux. La clause de fiducie était inattaquable, rédigée par le grand-père même de Victor. Tant que la question de la paternité n'était pas résolue et cette résolution nécessitait des procédures judiciaires publiques et des aveux de doute, Isabella contrôlait tout. Et maintenant, demanda Salvatore, le regard perçant et scrutateur. Maintenant, nous protégeons la famille, dit Isabella calmement. L'atmosphère restait tendue. Les affaires continuent, mais les décisions passent par Victor et moi. La question de Salvatore planait. Victor reste mon mari, répondit Isabella. Pour les apparences, pour l'unité familiale. Les yeux du vieil homme brillèrent d'une lueur qui aurait pu être du respect. Tu as bien appris, Isabella. J'ai eu une excellente professeure, dit-elle, apprenant à survivre. Après la réunion, Victor la coinça dans le couloir. Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Si, répondit Isabella. C'est vrai. Je trouverai un moyen de prouver que Marco est mon fils. Alors fais-le, répondit-elle. Publiquement, au tribunal, avec des preuves ADN et des témoignages. Fais savoir à tout le monde que tu es assez désespéré pour remettre en question la légitimité de ton propre fils. Il serra les dents. Ils savaient tous les deux qu'il ne le ferait pas. Qu'il ne le pouvait pas. Les dégâts causés à sa réputation seraient catastrophiques. Tu m'as détruit, dit-il. Et pour la première fois, il sembla perdu. Non, corrigea Isabella. Je t'ai remplacé. Il y a une différence. Je t'ai tout donné. Tu ne m'as rien donné. Elle ajouta, j'ai tout gagné. J'ai construit cette vie, élevé ton fils, joué mon rôle à la perfection pendant 23 ans, et tu as tout pris pour acquis. Elle s'éloigna alors, le laissant planté là, dans le couloir de sa propre maison, impuissant, exactement là où il l'avait laissé. Un mois plus tard, Isabella était assise dans le bureau de Victor, derrière son bureau, sur sa chaise. Marco était assis en face d'elle, toujours sur ses gardes, encore sous le choc de tout ce qui s'était passé. Les contrats de transport nécessitent votre signature, dit-elle en faisant glisser les papiers sur le bureau. Son fils l'observa. Es-tu heureuse maintenant? demanda-t-il. Maintenant que tu as gagné? Isabella réfléchit à la question. Heureuse? Non. Le bonheur était réservé à ceux qui n'avaient pas passé 23 ans à apprendre à survivre. Victorieuse. Oui. Libre. Enfin. Ton père pensait que j'étais impuissante parce que je me taisais, dit-elle. Mais le silence n'est pas une faiblesse, Marco. C'est une stratégie. Et le mensonge? Demanda son fils à propos du fait qu'il n'était pas mon père. Restera entre nous, répondit Isabella. La famille croit ce qu'elle veut croire. La confiance est entre tes mains. Ton avenir est assuré. C'est ce qui compte. Et papa? Isabella jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Dehors, dans le jardin, Victor était assis seul sur un banc. L'homme qu'il avait remplacé par une femme plus jeune qui l'avait humilié, effacé, jeté comme si elle ne valait rien. Il était désormais prisonnier d'un mariage dont il ne pouvait s'échapper sans admettre son échec, dans une maison qu'elle contrôlait, un héritage bâti sur son mensonge, ou sa vérité, selon le point de vue. Ton père, dit Isabella d'une voix douce, est exactement là où il mérite d'être. Alors voilà ce que je veux que tu comprennes. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Pas vraiment. C'est l'histoire d'une femme qui a refusé de rester invisible. Qui a appris que le pouvoir ne vient pas toujours de la force ou de la violence. Parfois, il vient de la patience, de l'observation, de l'attente du moment opportun pour frapper. Victor Moretti pensait pouvoir remplacer sa femme, après 23 ans de mariage. Il pensait que la loyauté ne comptait pour rien. Il pensait que le dévouement et les sacrifices pouvaient être effacés par une femme plus jeune et un nouveau-né. Mais il avait oublié quelque chose d'essentiel. Il avait oublié que les femmes invisibles sont celles qui voient tout. Et Isabella, elle était restée invisible si longtemps. Elle avait appris à se déplacer comme un fantôme,
jusqu'au moment où elle décida de le hanter. Certaines femmes mettent le feu à la maison. Isabella Moratti Prit les clés et enferma son mari à l'intérieur. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, Si vous avez ressenti chaque instant de cette histoire comme je l'ai ressenti en vous la racontant, alors faites-moi une faveur, abonnez-vous. partagez, car il existe tant d'autres histoires comme celle-ci. des histoires de femmes qui ont refusé d'accepter les rôles qu'on leur imposait. Qui se sont battus non pas avec leurs poings, mais avec leur esprit. Qui ont compris que l'arme la plus dangereuse n'est pas un fusil. C'est la patience. Alors abonnez-vous et Continuons à faire revivre des histoires qui n'auraient jamais dû rester silencieuses. Car l'histoire d'Isabella Moratti n'est qu'une parmi tant d'autres. et je serai là pour les raconter Tout aussi longtemps que vous le souhaiterez.